Je vais vous parler des outils que je conseille pour débuter l'apprentissage du dessin, non seulement ce que je conseille, mais également comment vous en servir dans un premier temps, quand vous êtes vraiment au point zéro et que vous débutez un apprentissage pour vous mettre sérieusement au dessin. Donc, on va commencer très simplement. Vous allez voir, il y a quasiment pas de matériel et c'est probablement en très grande partie du matériel que vous avez déjà chez vous. Donc déjà, il y a un crayon gris de ce type-là. Donc ici, c'est un 2B. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit de prendre un HB, soit un 2B. En fait, la caractéristique B ou H, ça va définir à quel point la mine est sèche. Donc, si on a H suivi d'un chiffre qui est très haut, par exemple 6H, eh ben, ça va être une mine qui est vraiment très très sèche. Et donc, même si on appuie fort, finalement, le tracé qui va être fait, il sera pas très dense, c'est-à-dire que la ligne sera pas très sombre, pas très noire, mais ça empêchera pas pour autant votre crayon d'avoir gratté le papier. Et à l'inverse, par exemple, une mine très très tendre, comme un 6B, eh ben, en appuyant très très peu sur votre crayon, ça va laisser directement une trace qui est dense, qui est grasse, avec énormément de critérium pour le coup sur la feuille. Donc, les crayons comme ça, comme je dis, je conseille soit HB, soit 2B. On voit qu'ici, il est taillé en fait au taille-crayon. Mais vous pouvez également en fait tailler cet outil-là avec un scalpel ou un cutter pour avoir une mine qui est beaucoup plus grande. Une mine grande, ça va permettre quoi? Simplement, ça va permettre d'avoir beaucoup de visibilité aussi sur le dessin que vous faites. Parce que votre main, elle peut cacher en partie, ou le crayon peut cacher en partie le dessin que vous faites. Et plus la mine est longue, plus vous aurez de recul finalement sur la globalité du dessin que vous faites. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on utilise cet outil-là, dans un premier temps, ce que je recommande de faire, c'est d'essayer de le prendre avec plusieurs positions de main différentes. Et d'essayer d'éloigner le plus possible, finalement, sa main de la pointe. On essaye, on teste comme ça différentes approches, et puis à la fin, on revient vers la position qui nous convient le mieux. Moi, finalement, j'ai mon crayon qui est très très proche de ma mine, enfin ma main qui est très très proche de ma mine quand je dessine. Mais si vous pouvez avoir comme ça votre main qui est très éloignée, eh ben ça va vous permettre d'avoir d'autant plus de visibilité sur le dessin que vous faites, puisque vous aurez votre mine et directement le dessin dessous, et ça ne sera pas obstrué comme ça. Votre vision ne sera pas obstruée par la main qui cache votre dessin. Voilà. Donc, et l'autre chose qui va être très très bien quand vous prenez votre crayon comme ça avec plus de distance, c'est que finalement le poids du crayon sur le papier sans du tout être appuyé par la main va laisser une trace qui va être extrêmement légère. Et ça, c'est un conseil que je recommande aussi quand vous commencez le dessin et que vous utilisez un crayon de papier comme ça, c'est de faire comme un concours avec vous-même et d'essayer de laisser la trace la plus douce, la plus légère possible, de moins appuyer fort possible avec votre main. La raison pour laquelle je recommande ça, c'est que quand on fait une esquisse, n'importe laquelle, je sais pas ce que je pourrais faire. Hop, j'invente en même temps. Voilà, par exemple, un personnage comme ça qui serait vu de dos. Et ben, si j'appuie très peu comme ça sur mon crayon, et que ensuite je vais dans un deuxième temps affiner et préciser, rendre décisif certains traits, et bien le fait d'appuyer plus fort dans un deuxième temps va me permettre justement d'avoir plus de présence sur les traits décisifs que sur les traits de construction à l'étape de l'esquisse. Et donc, par contraste, en fait, eh ben, ça va passer ces dessins de construction dans un second plan et ne vont apparaître comme définitifs que les traits plus appuyés. Vous voyez? Donc, c'est très très bien parce que quand on fait ça, on peut à la fois avoir tous nos traits de construction d'origine sur lesquels on va pouvoir faire des erreurs et s'appuyer de nos erreurs justement pour définir dans un second temps les traits qui seront plus définitifs. Donc, l'énorme conseil, c'est de faire ça, d'appuyer le moins fort possible, puisque ça va nous éviter d'utiliser la gomme. Parce que s'il y a des outils que je recommande, il y a évidemment des outils que je recommande pas. Et le premier outil que je ne recommande pas pour effacer, du moins,
c'est la gomme dure. La gomme dure, comme vous l'avez probablement utilisée pour effacer vos crayonnés quand vous étiez à l'école. Cette gomme-là, elle peut servir à dessiner en fait. Par exemple, si j'utilise ce crayon-là, que j'en extrais la mine et que je l'écrase pour en faire de la poudre, et qu'ensuite je tapisse comme ça une feuille avec cette poudre qui est contenue dans les crayons de papier, eh bien, je vais avoir une surface comme ça que je vais pouvoir travailler et dessiner en masse avec la gomme en enlevant de la matière. Donc c'est une approche, une autre approche du dessin que vous pouvez faire, et donc on peut envisager tout à fait de dessiner à la gomme si vous voulez. Et si vous voulez un exemple de ça, moi par exemple quand j'étais à l'école Pivot de Nantes, j'avais un prof, donc je vous parle de ça, ça fait 15 ans, hein. Il s'appelle Alexandre Day, c'est quelqu'un qui est toujours en activité, c'est un illustrateur et qui travaillait du moins à l'époque quasiment exclusivement comme ça pour faire des illustrations. Il faisait un après en gesso, donc il mettait un après comme ça pour rajouter de la texture sur son support. Ensuite, il broyait comme ça des critériums et il nappait l'ensemble et il retravaillait à la gomme et il précisait certains endroits comme ça au crayon pour faire des illustrations magnifiques et très originales. Donc le crayon, voilà, quand vous allez l'utiliser, comme tous les autres outils traceurs que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous l'utilisez, donc vous déjà vous essayez différents types de positions de main sur votre crayon. Et l'autre chose à prendre en compte, c'est que vos doigts, votre main, la majeure partie comme ça de la main, il faut qu'elle bouge très très peu finalement. Et plus vous allez devoir tracer des traits qui sont longs, qui sont grands dans votre format, si par exemple vous travaillez sur des grands formats, eh bien vous faites partir l'axe qui va diriger comme ça votre crayon du plus loin possible. Donc par exemple, si vous êtes en A4, vous pouvez tout à fait envisager sur certaines parties de ne bouger simplement que votre poignet, vous voyez, mais ça va faire des distances qui sont assez courtes. Donc là, par exemple, si je fais une distance comme ça avec mon poignet, hop, vous voyez que je peux avoir une distance comme ça qui est quand même relativement courte. Hein, donc ça va même pas combler l'espace en fait de la largeur d'un A4. Quand j'ai des lignes plus longues à faire, je peux utiliser comme ça, hop, uniquement, vous voyez que j'utilise uniquement mon coude en fait. Et là, je peux tracer toute cette longueur-là. Donc là, je vais pouvoir travailler sur des A3, je vais pouvoir travailler sur des A4 évidemment. Et puis, soit, alors comme ça, mais je peux utiliser un autre axe. Évidemment, on peut utiliser tous les axes. Et à chaque fois, je ne bouge que, hop, mon coude. D'accord? Et plus je vais partir de loin, et ben après, je vais pouvoir utiliser l'épaule. Vous voyez que quand je décide d'utiliser l'épaule pour bouger, pour faire mon trait, eh ben, j'utilise uniquement l'axe de mon épaule. Et après, sur des très très grandes surfaces, je vais pouvoir utiliser mon bassin. Vous voyez? Et si j'utilise mon bassin, je peux projeter des lignes qui sont très très longues. Et ben, c'est le fait de faire partir comme ça votre mouvement du plus loin, ça va vous permettre d'avoir des directions qui sont bien plus dynamiques, avec une orientation qui va être plus précise sur la distance. D'accord? Et puis aussi, vous pourrez éviter cet écueil qui consiste comme ça à tracer une succession de petits traits pour constituer une ligne droite. Alors, quand on dessine, on évite absolument de faire ça, hein, parce que ça va faire ce qu'on appelle, ce que mes amis et moi, quand on était à Pivot, on appelait ça les traits poilus, si vous voulez. Ça vous donne un aspect esthétique qui est pas du tout harmonieux, qui est pas du tout joli et qui vous éloigne comme ça d'un dynamisme. Donc au contraire, ce que vous pouvez faire quand vous tracez vos traits, c'est de choisir, hop, une orientation, faire aller votre trait, et puis après de définir la longueur de votre segment, d'accord? Et comme ça, vous gardez comme ça une dynamique de votre crayonné. Donc là, je vous le montre uniquement sur un trait, mais on va voir qu'on peut utiliser ça tout à fait concrètement, hein, dans un croquis dynamique que vous pouvez faire. Hein. Donc par exemple ici, hop, je peux définir des premiers segments, hop, comme ça, qui vont me permettre de construire, hop, je sais pas encore exactement ce que je fais. Disons que je peux tout à fait construire comme ça, par des successions de segments qui s'entrecoupent pour définir des longueurs.
Hein? Vous voyez que je définis pas du tout dans un premier temps toutes mes longueurs ou quoi que ce soit. Elles se font en fait par le travail de mes différentes lignes qui vont justement couper, hop, tous mes tracés, tous mes angles de direction en en segments qui sera plus défini, en fait, avec des proportions plus définies dans un second temps. Donc voilà, ça je vous conseille d'utiliser votre crayon comme ça. Voilà. Et est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le Critérium? Alors là, pour le coup, la marque a finalement assez peu d'importance. Vous prenez celle qui vous propose quelques natures tendreté différentes de mine pour pouvoir expérimenter. Hein, moi, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter en partant du HB, parce qu'après, quand on est vraiment trop dans les H, à ce moment-là, on va gratter le papier et on pourra jamais obtenir du contraste qui nous permettra justement de révéler des tracés qui sont en premier plan par rapport à d'autres qui seraient plus estompés. Hein, c'est pour ça qu'il faut quand même garder une certaine je sais pas, une certaine gamme comme ça de pression et de valeurs qui sont possibles avec un outil pour pouvoir faire ressortir plus des tracés et effacer ceux qui le sont moins en arrière. Donc l'autre outil qui va être associé, c'est une gomme, mais c'est pas une gomme dure en fait, c'est la gomme qu'on appelle la gomme mie-de-pain. Et c'est celle que je vous recommande absolument d'acheter. La gomme mie-de-pain, c'est pas cher. Quand vous l'achetez, c'est dans un petit carré en plastique comme ça. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est l'extraire de ce carré en plastique et de commencer à la modeler comme ça dans la paume de votre main. Elle va prendre à peu près la température de la paume de votre main. Et elle va être d'autant plus malléable. Et une fois qu'elle est très très malléable comme ça, vous en faites, hop, un petit boudin comme ça. Vous faites un petit boudin. Et ce boudin-là, vous allez, hop, vraiment l'utiliser comme un rouleau à tapisserie en appuyant fort dessus et en passant sur l'ensemble de votre dessin. Ça va permettre quoi, simplement? C'est que quand vous allez faire, hop, votre dessin comme ça, je ne sais pas ce que c'est du tout que vous faites comme dessin. Disons qu'il y a des traits de construction un petit peu partout. Tac, tac, tac. Je vais dessiner vraiment quelque chose au hasard comme ça, comme un gribouillis, comme si on était à l'étape de recherche. Hop, tiens, là ça pourrait être quelqu'un qui tient une épée au fourreau comme ça. Et puis, hop. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Et ben, vous avez un premier dessin qui est comme ça. Et là, vous voyez toute cette succession de lignes finalement. Vous savez pas du tout vous y retrouver. Alors quand vous êtes à cette étape-là, vous dites par exemple, bon, là je vais commencer à définir comme ça des lignes qui vont être plus décisives et sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour la suite pour continuer soit à construire, soit carrément pour fixer mon dessin, quoi. Donc là, vous utilisez votre boudin, vous le passez sur l'entièreté et à ce moment-là, vous pourrez revenir avec un outil qui va être, hop, davantage gras pour définir clairement les lignes qui vont rester. Et du coup, exactement comme quand j'expliquais tout à l'heure que les lignes qui étaient peu appuyées par rapport à celles qui étaient appuyées, elles allaient pouvoir, comme ça, ressortir d'autant plus que les autres paraissent effacées derrière. Et ben là, ça va faire la même chose. Hop. Sauf que vous pouvez travailler avec un petit peu moins de pression en pensant un petit peu moins à ce que vous faites en termes de pression tout au long du processus. Alors, faut quand même penser à ne jamais trop appuyer fort parce que dès lors qu'on appuie trop fort, cet outil ne marche pas. Hein, d'accord? Ça va pas assez estomper pour justement détacher les éléments qu'on va garder par rapport aux éléments qu'on ne va pas conserver. D'accord? Donc la gomme mie-de-pain, c'est vraiment un achat qui est utile, que je vous recommande. Et donc ces deux premiers outils-là, vous pouvez les utiliser pendant très très longtemps quand vous apprenez vraiment les bases du dessin. Donc, le base du dessin à la ligne d'observation, etc. Vous pouvez les tester dans votre carnet
de dessin ou sur papier. Donc oui, parce que voilà, le troisième outil qu'on va voir, c'est évidemment votre format. Quel est le format que vous allez acheter? Donc moi, ce que je conseille de prendre, c'est une grosse quantité de rames de papier A4 imprimante 80 grammes ou avec un grammage un petit peu plus élevé, ce que vous trouvez du moins. Et où vous pouvez aussi acquérir des carnets de croquis qui vous permettront de dessiner un petit peu n'importe où. Parce que l'idée quand on débute le dessin, c'est d'accumuler les dessins. C'est pas du tout de finaliser des dessins sur lesquels on prend énormément de temps, parce que tout l'enjeu du départ, en fait, c'est d'accumuler un maximum d'erreurs qui vont vous permettre d'avoir des points de référence comme ça, sur lesquels vous pourrez ensuite avoir des axes d'amélioration. Donc, si vous accumulez vraiment beaucoup d'erreurs au départ, eh ben, vous allez justement pouvoir les comparer avec des dessins sur lesquels vous essaierez de les corriger ces erreurs-là, et ça vous permettre une progression qui sera beaucoup plus rapide que si vous bloquez au départ sur des dessins qui seront plus laborieux, sur lesquels vous allez passer plus de temps, par exemple une semaine, et auxquels vous pourrez aboutir à des résultats qui seront absolument bluffants et très très beaux, voire même quasiment photoréalistes. Hein. Dès lors qu'on apprend le dessin, il faut finalement assez peu de temps pour aboutir à des résultats qui sont très très esthétiques et très convaincants en y prenant le temps, mais c'est pas l'exercice qui va vous faire progresser le plus rapidement. Hein, d'accord. L'exercice qui va faire progresser le plus rapidement, finalement, c'est d'accumuler un maximum, une succession comme ça de dessins pour accumuler les erreurs finalement, et c'est ce qui va vous permettre de vous corriger ensuite. Donc, quand vous avez votre format, donc soit un A4 comme ça, papier imprimante, soit si vous achetez un carnet de croquis, je vous recommande d'acheter ce qu'on appelle un Zapbook. Alors, c'est la marque, indirectement, je vous donne la marque à acheter. C'est des carnets avec énormément de pages, c'est du papier recyclé et ça coûte pas cher. Donc, c'est écologique. On s'en veut pas trop justement de gaspiller énormément de papier parce que justement on le fait sur du papier recyclé, donc c'est simplement mieux pour soi hein, de faire ça. Ou alors, justement, les rames de papier imprimante, ça vous en avez déjà probablement à la maison. Je vous conseille pas d'acheter du papier plus onéreux dans un premier temps, justement, parce que ça va vous empêcher, de vous libérer et d'accumuler comme ça les tentatives. Donc, quand vous utilisez votre format, la feuille, en fait, elle vous offre plusieurs repères qui vont vous permettre de vous aider dans la pratique du dessin. Donc, c'est un véritable outil, un format, qui vous offre deux horizontales qui sont parfaites, en haut et en bas, et deux verticales qui sont parfaites sur les côtés. Donc, vous pouvez évidemment faire un premier choix qui est tout à fait artistique et qui est tout à fait décisif pour votre composition, c'est de choisir l'orientation de votre format. Donc pour ça, il n'y a que deux orientations possibles, du moins quand on débute, parce que justement, c'est d'apprendre à composer dans ces formats-là qui va vous permettre ensuite d'acquérir une souplesse, un instinct qui vous permet de composer dans absolument tous les autres formats. Donc ça vaut pas le coup du tout d'essayer de prendre son format, par exemple en diagonale comme ça, pour dessiner son sujet comme ça dedans. Ok. Ça vaut pas le coup de faire ça. Pour l'instant, on évite tout à fait de le faire. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à composer soit en portrait, ce qu'on appelle aussi à la française, soit en paysage, ce qu'on appelle aussi à l'italienne. D'accord? Donc, quand vous composez justement dans ces cadres-là, vous avez à la fois vos repères qui sont des horizontales et des verticales, et aussi de repères de proportion auxquels vous pourrez vous fier. C'est-à-dire que vous avez déjà un premier cadre dans lequel vous allez pouvoir composer. Hein. Quand vous allez utiliser, pour faire votre dessin d'observation, votre outil traceur, par exemple vos crayons HB, vous allez pouvoir analyser comme ça par rapport à des verticales et par rapport à des horizontales. Donc voilà, en tenant votre crayon comme ça, l'ouverture de certains angles. Donc par exemple, si vous observez, je sais pas, une bâtisse quelconque, voilà, imaginons c'est un immeuble ou une ville. Hop, comment ça pourrait être? Tac. Il pourrait y avoir des trucs comme ça là. J'imagine en même temps,
ce que ça pourrait être. Et donc là, on serait au-dessus d'un autre immeuble, par exemple. On verrait au sol des trucs comme ça. Hop. Voilà. Et ben, cet axe-là, par exemple, hop, vous pouvez l'analyser tout à fait par rapport à une horizontale. Hein, d'accord? Donc, je regarde comme ça, je regarde par rapport à une horizontale, l'ouverture de cet angle-là, qu'est-ce que ça donne? Et donc, ça me permet de l'observer finement. Et après, j'ai qu'à décaler, hop, mon horizontale ici, du coin supérieur à ici, et d'ouvrir ma ligne dans avec la même ouverture d'angle que je projette. Et ensuite, dans un second temps, je définis la longueur de segment-là. Et la longueur de segment, par exemple, je vais utiliser mon pouce sur mon crayon là pour la comparer avec la longueur de ce segment-là, par exemple. Donc là, par exemple, je vois que cette distance-là, qui est la longueur hop, du segment par rapport à une horizontale, là, par exemple, eh ben, c'est à peu près 2 fois ou une fois et demie la longueur ici, quoi. Vous voyez? Et donc, on peut, comme ça, utiliser tout à fait des repères qui sont horizontaux, verticaux et des repères qui sont de proportion sur votre format pour composer de façon harmonieuse à l'intérieur. Parce que voilà, quand vous allez utiliser votre format, ce que je conseille de faire tout le temps, à tous les débutants, c'est d'utiliser un maximum d'espace pour composer à l'intérieur de votre format. Donc par exemple, si vous faites une copie d'un personnage, je sais pas ce que ça pourrait être qui fait le personnage. Voilà. Voilà, hop. Par exemple, voilà, il va tenir un bâton comme ça, ce personnage-là. Et ben, j'essaye de le composer, le personnage, en utilisant un maximum d'espace dans mon format. Voilà. J'essaye de le composer en utilisant un maximum d'espace dans mon format, mais en laissant quand même aussi des petites ouvertures, des petites aérations comme ça, qui vont pas coincer mon personnage à l'intérieur ou créer ce qu'on appelle communément des tangentes. Donc par exemple ici, si j'ai la tête d'un personnage, hop, qui va pile toucher juste le cadre comme ça. Vous voyez, là par exemple, je dessine la tête de mon personnage qui est là. Si ça touche pile le bord comme ça, et ben ça se crée ce qu'on appelle une tangente. Donc on a l'impression qu'il est posé, que le bord de la feuille finalement est posé sur sa tête. Ça crée un nœud graphique. Et donc c'est comme si l'espace n'existait pas au-delà du format. Tandis que quand on crée comme ça un petit espace, et ben on fait exister l'univers au-delà de notre format. Finalement, on se dit le personnage existe dans quelque chose qui est au-delà de cette page. Ici, en fait, l'univers du personnage, du moins ici, hop, s'arrête. Là, ça pourrait être tout à fait un plafond sur lequel sa tête cogne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut éviter à tout prix de faire ça. Et à la limite, si on doit faire en sorte que le personnage soit plus grand que le format, eh bien il faut mieux faire dépasser carrément le visage au-delà du format plutôt que le contraindre et faire toucher. Parce que si on le fait passer au-delà, eh ben c'est pareil. Là, on comprend que finalement, ça existe. L'univers continue à exister au-delà du personnage simplement parce que sa tête est coupée aussi. Et donc, il n'y a pas de nœud graphique. Donc voilà. Et alors, pourquoi je conseille de composer comme ça en entier à l'intérieur de ces formats A4? Eh ben parce que ça va vous donner un instinct de composition. La composition, pour l'instant, quand vous allez démarrer le dessin, il y a de grandes chances que vous n'en ayez absolument rien à faire, que ça soit pas du tout quelque chose qui vous préoccupe, et ça soit même un des éléments pour lequel vous ayez très peu de considération en général, c'est-à-dire que vous n'allez pas apprécier un dessin ou quoi que ce soit pour sa composition. Vous allez voir que plus vous allez justement travailler dans le dessin, et ben plus vous allez revenir justement à une appréciation de ce que c'est que la composition et à l'harmonie. Donc c'est à la fois quelque chose qui nous touche sensiblement quand on ne dessine pas,
C'est-à-dire que tous les gens qui vont pas pratiquer par exemple le dessin, qui vont pas se dire tiens je vais en faire quelque chose, etc., sont instantanément sensibles à la composition au-delà de tout le reste. Quand on démarre le dessin, c'est quelque chose qui est relayé au second plan. Et à l'aboutissement, quand on s'améliore et on s'améliore, on s'améliore, finalement, il y a presque plus que ça qui compte. Donc, c'est vraiment une évolution qui démarre comme ça. Au départ, la composition est très importante. Quand on va démarrer le dessin, ça aura très très peu d'importance. Et plus on va évoluer dans le dessin, hop ça, progressivement, plus ça va reprendre de l'importance jusqu'à de redevenir la chose fondamentale, la quête ultime, si vous voulez, pour beaucoup de dessinateurs. Et donc, le fait de travailler, comme j'explique, en prenant un maximum d'espace dans votre format, eh ben, ça va vous permettre, après, quand vous faites des illustrations ou quoi, et que vous avez des formats qui sont imposés comme ça, eh ben, de pouvoir, hop, composer directement, avoir une intuition comme ça de composition dans le plan, qui va vous permettre, en suivant, pourquoi pas, des règles de composition, par exemple, celle des tiers, hein, là, que je vais utiliser là, par exemple, eh ben, de pouvoir d'instinct poser vos personnages aux bons endroits et de composer de façon harmonieuse, voilà, qui laisse peut-être de la place ici pour le dialogue. Ici, le personnage qui est bien placé sur sur un point qui va attirer l'œil. De la même façon, ici, ce personnage est aussi placé sur un point qui va être un peu décisif dans la théorie des compositions et ce genre de choses. Donc le fait d'accumuler comme ça le dessin sur des formats en prenant à chaque fois en compte qu'il faut occuper un maximum l'espace, va vous donner toute une série de bons réflexes auxquels pour le moment vous serez pas sensible, mais ça va grandement vous aider par la suite, et ben, quand vous allez développer votre attrait pour la composition. Voilà. Ce que je vous conseille pas nécessairement de faire au tout début. Hein. Au tout début, on est dans autre chose. Donc, l'autre outil que je peux vous conseiller, et notamment quand vous dessinez au carnet de croquis, c'est d'utiliser les crayons 4 couleurs, les Bic 4 couleurs comme ça. Les Bic 4 couleurs, moi, c'est quelque chose que je recommande énormément, beaucoup. Je vois très peu d'autres dessinateurs le faire, mais c'est absolument génial parce que c'est un outil qui est très pratique. Vous avez plein d'outils en un, en fait. Parce que chaque couleur qui est présente sur votre stylo 4 couleurs, alors là c'est un petit peu particulier avec des couleurs pastel, mais le classique est tout à fait bien avec le noir, rouge, bleu et vert, parce que votre vert par exemple que vous avez sur votre Bic 4 couleurs, il va avoir une valeur qui est beaucoup plus claire, nécessairement que le noir, mais aussi que le rouge. Donc vous allez pouvoir commencer à esquisser par exemple, pour faire exactement la même chose que ce que j'expliquais tout à l'heure, en appuyant pas trop fort sur votre critérium là, sur votre crayon de papier, et la première passe par exemple en vert et la passe par-dessus en rouge et ensuite rendre les traits définitifs directement avec le noir. Donc ça peut être une très très bonne méthode, mais c'est également quelque chose qui va vous permettre à l'étape de recherche par exemple, de tester des choses. Donc par exemple, vous prenez une première couleur, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un personnage encore. Vous prenez une première couleur et vous construisez, comme ça une pose. Je sais pas où je vais, on me fait confiance. On construit une première pose. Hop, ça par exemple, c'est plus loin. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire? Tac. Hop, on construit une première pose comme ça, par exemple. Voilà. Essayez de trouver un mouvement qui est un petit peu harmonieux. Et donc là, on est à l'étape des recherches. Donc j'ai pris une première couleur, et par exemple, il y a des segments à l'intérieur de cette figure-là qui me plaisent, et d'autres moins. Et je vais pouvoir utiliser une autre couleur, si vous voulez, hop, pour tester, hop, d'autres choses. Vous voyez, je peux tester ici, hop, d'utiliser par exemple ici, de modifier ma figure.
et ça va me permettre de voir en simultané deux propositions de pose qui vont être différentes pour ensuite faire un choix et redessiner en fait la posture définitive qui me paraîtra la plus convaincante par rapport à mon projet. Donc ça, par exemple, pareil, ici, je peux le mettre, le faire aller par là, le bras, vous voyez. Ici, je peux le faire revenir en arrière. Enfin, je peux vraiment utiliser comme ça deux différents outils. Et j'ai quand même en superposition, en fait, une première pose et une autre pose par-dessus. Et je vais pouvoir comparer les deux et voir laquelle est le plus efficace. Donc ça, c'est très bien parce qu'avec un seul outil qu'on a en main, comme ça, on peut non seulement accumuler les propositions, mais le faire sur un seul format et sans changer d'outil en permanence, etc. Donc c'est à la fois un gain de temps sans se dissiper à cause de l'utilisation de différents matériels, du changement de page, etc. Parce que même si on a une page finalement d'un côté et de l'autre, on n'a pas les yeux rivés au même endroit au même moment. Donc là, en fait, c'est très très utile, ça nous permet d'aller très vite dans nos recherches et c'est plutôt très bien de fonctionner de la sorte. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'acquérir ça, un Big Calculator, c'est pas cher du tout. Vous en avez déjà probablement chez vous et ça vous sera toujours utile. Vous pouvez le glisser dans votre poche, ça vous empêche d'emmener une trousse. Votre carnet de croquis, le Zapbook plus ça, c'est génial. Pour le croquis d'observation, c'est absolument génial aussi, en utilisant la technique des différentes valeurs qui sont permises par votre stylo, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. L'autre outil qu'on va voir, enfin, en dernier, ça va être ceci. Donc ceci, c'est le truc le plus cher que je vous propose d'acheter si vous le voulez. C'est quelque chose qui viendra bien après. C'est un Pentel en fait. Donc le Pentel, c'est le Pentel Brush. Donc je vais vous l'écrire au tableau, que vous rappeliez comment ça s'écrit. D'accord? Donc ça s'écrit hop, comme ça. Ça c'est la marque. Et après le type, c'est Brush. Donc c'est brush pour pinceau. Donc c'est un pinceau, mais c'est un pinceau qui est un petit peu original parce que il est rechargeable si vous voulez. Vous avez des cartouches d'encre à l'intérieur et c'est de l'encre noire de très 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 bonne qualité. Donc voilà, c'est un outil qui est japonais. Donc c'est souvent gage de qualité à comparer avec la Chine par exemple où c'est quasiment exclusivement de la merde. Là au Japon, ils font vraiment des outils super. Donc cet outil-là, il coûte assez cher. Il coûte une vingtaine d'euros. Et en plus de ça, vous avez des cartouches à changer. Mais avec une cartouche, on fait à peu près une semaine, quand on dessine pas trop avec. Ou alors si, quand on dessine aussi quand même pas mal. Ouais, en général, ça prend une semaine, voilà, quand vous êtes dans le dessin, quand vous utilisez, etc., que vous êtes en train de dessiner, quoi. Donc ça vous permet d'avoir comme ça un pinceau portatif qui est d'extrêmement bonne qualité. Voilà, il est quasiment comparable, par exemple, avec les pinceaux en poil de martre qu'on utilise pour l'ancrage de bande dessinée. Et le ressort est génial. Donc ça va vous permettre comme ça d'apprivoiser aussi les pleins et les déliés en appuyant. Donc les pleins et les déliés, ça va vous permettre quand vous faites de l'ancrage, hein, et bien d'avoir sur le même tracé plusieurs épaisseurs. Donc par exemple, si vous avez une courbe comme ça, hop, qui passe par ces trois points-là, hop, eh bien vous pourrez décider de tendre aux extrémités ici votre tracé et de rajouter de l'épaisseur comme ça à l'endroit où la courbe, au sommet de la courbe, par exemple. Vous pouvez définir comme ça des zones où il y a des déliés, donc c'est très fin, et des zones où il y a des pleins, où ça sera plus épais. Et tout ça en un seul geste, en utilisant le pentel ou ce pinceau-là. D'accord? Et aussi, quand vous allez tracer vos traits, comme ça, eh ben, le fait qu'il y ait un léger retard entre la pointe et le déplacement aussi, va vous permettre d'autant mieux de maîtriser la qualité de votre ligne. Donc vous allez faire des tracés extrêmement purs. Si vous savez utiliser un outil comme ça va vous permettre de faire des tracés extrêmement purs et qui vont pouvoir avoir des pleins et des déliés. Mais ça va vous permettre aussi de travailler en masse, hein, de travailler au masse comme si vous travaillez au pinceau. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler en masse? Eh ben simplement vous pouvez analyser plutôt que par la ligne
les dessins que vous observez ou les sujets que vous observez, vous pouvez l'analyser par les formes qui sont créées en fait par les contrastes de valeurs, par exemple. Donc là, par exemple, pourrait y avoir comme ça, hop, quelque chose en masse, hop, de cette façon-là. Par exemple, ça serait quelqu'un qui serait dans l'ombre, sauf ses pieds, il dépasse comme ça, pas dans l'ombre. Et puis, il pourrait avoir comme ça les avant-bras qui dépassent aussi, qui ne sont pas dans l'ombre. Vous voyez, vous pouvez tout à fait utiliser les ombres pour travailler en silhouettage, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, là, sur le visage, je peux définir les zones qui seront ombrées, par exemple, et par rapport aux ombres qui ne le sont pas, et donc dessiner de cette façon, comme ça, uniquement en utilisant des masses plutôt que des lignes. D'accord? En fait, quand on travaille de la sorte, hop, donc là, il y aurait plusieurs qualités de valeurs différentes ici. Bon, il n'est pas très beau ce dessin. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, pour vous donner un exemple plus concret, vous avez un arbre. Vous avez un arbre et en fait, sous l'arbre, il y a une ombre qui est portée, hop, sous la masse du feuillage, comme ça. Elle va un petit peu se poursuivre, par exemple, sur le tronc ici. On imagine qu'il y a 2-3 branches comme ça qui sont supportées. Là, peut y avoir une autre masse avec un petit peu de feuilles comme ça, qui sont supportées aussi par une branche qui va être dans l'ombre aussi. Et puis après, il va y avoir des lignes plus fines parce qu'il n'y a pas d'ombre. Et par contre, il y a de l'ombre comme ça au sol qui est projetée par l'ombrage. Et pourquoi pas de l'herbe aussi qui est sous l'ombre. Vous allez voir que comme ça, on peut travailler en masse et plus léger, hop, comme ça, sur les zones des feuillages qui sont pas dans l'ombre. Hein. On peut rajouter comme ça des petites indications là où justement il y a des trous ou quoi que ce soit. Vous voyez que en travaillant comme ça en masse, on va pouvoir décrire le réel d'une autre façon que par la ligne de contour. Donc c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire de façon rapide, instinctive avec cet outil-là, qui est très très pratique aussi en déplacement. Hein, parce que par rapport à un pinceau dans lequel il faudrait tremper par exemple la pointe en permanence dans de l'encre de Chine ou quoi que ce soit, là c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus instantané et beaucoup plus facile à déployer rapidement. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vous ont plu. Vous pouvez avoir des conseils, d'autres conseils qui seront écrits cette fois dans ma newsletter que j'envoie tous les lundis et je partage également les dessins que je fais toutes les semaines dans mon carnet de croquis, dans mon carnet d'observation. Donc si ça vous intéresse et si ça vous intéresse également et que vous êtes à côté de chez moi, c'est-à-dire en Provence et plus exactement à côté du Verdon, je propose aussi des réductions sur certains de mes stages à ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à s'abonner. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, comme je démarre en fait cette activité de podcast là, essayez de m'écrire des commentaires, de me dire ce que si vous aimez, de me dire que vous aimez bien si vous aimez bien, de me laisser un maximum d'indices sur le fait que vous appréciez ma démarche, parce que en fait comme il y a beaucoup d'inertie au départ quand on démarre un projet comme ça, il y a très très peu de vues et donc pour garder la motivation simplement moi j'ai besoin de voir que ça vous plaît. Donc sur YouTube vous pouvez me laisser des likes, vous pouvez me laisser des commentaires, voilà. Et puis en commentaire du coup n'hésitez pas à me dire aussi les sujets que vous aimeriez que j'aborde, si vous aimeriez que j'aborde des sujets particuliers. Et puis, à revenir aussi sur ce que j'ai dit, peut-être pour apporter des informations complémentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas par exemple à me dire quels sont les outils avec lesquels vous avez débuté le dessin si vous êtes déjà dessinateur. Voilà, j'espère vous retrouver dans ma newsletter que j'envoie tous les lundis. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Timothée Dessine, je suis Timothée Rouxel, je suis illustrateur, je suis prof de dessin et je suis directeur artistique. Allez, ciao!